Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, dans le podcast des Ones, je suis ravie, j'ai le cœur en joie d'accueillir Elisabeth Kadosh. Bonjour Elisabeth. Bonjour Afida. Alors, Elisabeth Kadosh, c'est un coup de cœur. On s'est rencontrés rapidement à une soirée à Paris en juin dernier et j'allais dire on ne s'est plus quittés. Enfin, j'exagère, hein. C'est pas encore ça. J'ai juste eu un coup de cœur et j'ai eu envie d'inviter Elisabeth sur ce podcast parce qu'elle a une actualité, vous allez voir, qui va nous intéresser, nous les Ones, les chefs d'entreprise qui parfois sont en crise d'identité et se posent des questions quant à leur évolution. Elisabeth est la spécialiste du syndrome de l'imposture. Enfin, disons qu'elle a écrit un livre à quatre mains avec une co-autrice qui s'appelle Anne de Montarlot. Alors, on vous parle un petit peu de Anne rapidement, je les présente rapidement et ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Anne de Montarlot, c'est une ancienne, elle a fait une carrière en fait dans la finance et dans la pub à New York pour aujourd'hui exercer depuis 16 ans en tant que psychothérapeute à Londres. Et c'est le binôme dans toutes les éditions qui sont actuelles avec Elisabeth Kadosh, donc qui est elle journaliste, autrice de fiction et d'émissions, mais aussi de séries documentaires pour la télévision. Elisabeth, donc tu nous parles de Paris, c'est ça ? Oui, absolument. Donc, ravie de t'accueillir. Et donc, Merci, tu es l'autrice du… Alors, le premier livre, donne-nous le titre exact parce que tu vas voir. C'est le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles. Voilà, bon, un sujet qui va toutes nous intéresser. Alors, Elisabeth, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'en parler en profondeur, j'ai comme à mon habitude le souhait de faire un petit portrait vérité, histoire de faire un petit icebreaker. Donc, je te pose une série de questions. Tu n'es pas prête, mais c'est la spontanéité du cœur qui répond. Comme ça permet de découvrir un peu la personnalité. Quel est le pays de tes rêves ? Je vais dire l'Inde parce que j'y ai vécu pendant 6 ans et j'y suis toujours très attachée. Waouh, l'Inde, effectivement. Et l'Inde, c'est aussi un de mes pays de prédilection. On en a parlé rapidement la fois dernière, mais on devait en reparler. Super. Un plat sucré ou salé, par exemple ? Je ne sais pas ce qui me vient comme ça, c'est la salade niçoise, qui est quelque chose que je commande toujours dans les restaurants. Je sais pas si c'est très bien, alors que je suis plus sucrée et les glaces sous toutes leurs formes. Voilà, je suis une folle des glaces. C'est ton côté méditerranéen, dirons-nous. Une couleur ? Le bleu, c'est pas très original. Je pense que c'est la couleur préférée de tout le monde. Mais oui, j'adore le bleu. Voilà, je suis en jean. C'est ma couleur. Oui. Une couleur intemporelle et sereine. Super. Est-ce que tu as toi-même un livre de chevet que tu as sur ta table de chevet ? Alors, j'ai plusieurs livres sur ma table de chevet. Il y a un livre que je relis assez régulièrement. Là encore, rien d'original. C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ce pamphlet contre la passion. Voilà, j'adore ça. Plus récemment, j'ai découvert Julia Kerninon et j'adore cette autrice. J'adore tout ce qu'elle écrit. Toucher la terre ferme, ça a vraiment été un coup de cœur. Et je vais citer un dernier, si tu me permets, qui est Jean-Baptiste Andréa, Des diables et des saints, qui est vraiment mon coup de cœur de l'année. J'ai adoré ce livre sur l'histoire d'un orphelin. C'est magnifique, voilà. Waouh. On sent l'auteur passionné, l'autrice passionnée, dirais-je. Super, écoute, on va en rester là pour ce portrait vérité. C'est juste peut-être encore une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est est-ce que tu as un rôle modèle, une personne vraiment que tu suis dans ta vie ou qui est un peu comme qui fait partie de ton comité des sages, que tu questionnes en cas de doute ou de manque de confiance, justement ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir été élevée avec 3 sœurs et je n'ai pas allé chercher très loin quand on est vraiment très, très proches les unes des autres.
Et voilà, quand j'ai un conseil à demander, quelque chose, je vais voir une de mes sœurs. C'est assez simple pour moi. Magnifique. La sororité, c'est aussi un des concepts qu'on développe chez les Ones parce qu'on a mis en place cette philosophie de s'entraider. Les Ones, c'est vraiment une communauté de femmes qui sont femmes sous tous les plans, sous la vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Et notre but, c'est vraiment de contribuer ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et la notion de sororité, même si on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on a à cœur de la mettre en place de la meilleure façon possible. On verra avec ton actualité en fin d'interview, on risquera de reparler d'un sujet, vous allez voir, qui va vous intéresser. Restez avec nous jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être passionnant. Elisabeth, je te tends le micro, c'est à toi de jouer. Parle-nous de ce premier ouvrage, Le syndrome de l'imposture. Alors, ce premier essai, le syndrome d'imposture, je rentrais d'Inde justement il y a quelques années, après y avoir passé 6 ans. Et je suis allée à une conférence et il se trouve que Anne était à Paris et je l'ai invitée à me rejoindre. Et la conférencière était une femme absolument brillante, une fusée, tu vois, les lauriers, le statut, etc. Et à un moment donné, dans le fil de la conférence, elle prononce cette phrase incroyable, elle dit: oui, à ce moment-là, je ne me sentais pas légitime, alors même qu'elle dirige un plan de chaîne de télé, etc. Et ça m'a vraiment interpellée, ça. Et la nuit suivante, j'ai appelé Anne vers minuit, je crois, elle était à son hôtel, et je lui ai dit: écoute, ça fait longtemps qu'on cherche à faire quelque chose ensemble, à retravailler ensemble, puisqu'on s'était rencontrés sur une émission de télé. Je crois qu'on tient notre sujet, c'est pas possible, quoi. C'est quelque chose. Chaque fois que je parle avec des amis, je me rends compte qu'elles se mettent un espèce de plafond de verre interne, qu'elles s'interdisent des choses, qu'elles n'ont pas fait les bons choix. Tout ça par manque de confiance. Et j'ai vraiment l'impression que ça touche plus les femmes que les hommes. Et Anne m'a dit de son côté qu'elle ressentait ça également, que les patientes qu'il a consultées, à 80%, c'était pour un manque de confiance en soi. Donc, on a creusé le sujet, on a cherché, on a trouvé des chiffres. Il n'a pas fallu aller chercher bien loin pour confirmer ce qu'on pressentait. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des pléthores de livres sur le manque de confiance, booster votre confiance en vous, etc., mais jamais du point de vue des femmes. Alors, même si ce syndrome d'imposture, qui est l'acmé du manque de confiance, même si ça touche aussi les hommes, bien sûr, il se trouve que ça touche plus les femmes, ça touche davantage les femmes. Donc, nous, ce livre, c'était pour chercher à comprendre pourquoi, d'où ça venait, pourquoi on manquait de confiance, pourquoi, voilà, c'était ça le but de ce livre, et on a enquêté comme des journalistes, voilà. Oui, super. Et d'ailleurs, c'est une belle enquête parce que je me souviens avoir assisté à une de tes conférences où tu en parlais justement et j'avais noté 3 points. Est-ce que tu peux nous les rappeler qui sont la source justement peut-être historique de cette posture, puisque finalement, le syndrome de l'imposture, c'est une posture, c'est ça? Alors, j'emploierai pas ce mot, mais effectivement, tu as raison, il y a 3 origines au syndrome d'imposture. La première, c'est ce que tu as dit, c'est une origine historique. C'est-à-dire qu'on est le fruit de l'histoire avec un grand H, et en ce sens, la somme on a été pendant des siècles dominés. Voilà, il y a eu la domination masculine et donc les femmes élevées dans la fragilité, etc., avec ce patriarcat. Et même si depuis 50 ans, les femmes ont investi toutes les forteresses, s'il y a des femmes dans les conseils d'administration, etc., malgré tout, c'est comme si c'était un peu ancré dans notre ADN, je dirais, et qu'on doit faire un peu profil bas, on ne doit pas trop la ramener, etc. Et donc, quand l'ambition vient aux femmes, ça devient un peu un problème d'assumer ça. Donc ça, c'est l'origine historique. Il y a bien sûr les injonctions sociétales et principalement l'injonction autour du corps, je dirais, c'est-à-dire que le corps de la femme, c'est le premier argument marketing de notre époque. On nous vend des crèmes pour être mince, des régimes, être musclé, il faut être jeune, il faut être en couple. On est sans cesse sommé de faire des choses, d'assurer d'être parfaite, en fait. Et c'est très difficile. Et en plus, alors là, je vais très vite, hein, c'est très schématique ce que je dis, mais c'est vrai que non seulement on
on est les cibles des injonctions sociétales, mais aussi des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, sois mince, mais si tu manges juste une petite salade au restaurant, tu es anorexique, ma pauvre. Sois apprêtée, mais si ta jupe est un peu courte ou que tu es trop maquillée, tu es une traînée, etc. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, au mieux, on y perd son latin, au pire, on développe un petit sentiment d'imposture. Et enfin, la dernière raison, et là, Anne en parlerait mieux que moi, parce que c'est elle la psy, c'est le terrain familial. L'enfance est un terreau fertile pour développer des croyances limitantes. L'idée, on a développé ces fausses croyances dans l'enfance, sans doute. L'idée qu'on était moins jolie que sa sœur, moins forte que son frère, etc. Et ça aussi, il va falloir se pencher sur son enfance pour détricoter tout ça. Mais en tout cas, une fois qu'on a compris d'où ça venait, on peut faire un petit auto-diagnostic et d'identifier l'endroit où est né ce manque de confiance, déjà, c'est un grand pas vers la confiance en soi. Bien sûr. Merci Anne, et c'est vrai que tu l'expliques merveilleusement, enfin vous l'expliquez toutes les deux merveilleusement bien dans votre ouvrage. Moi, j'aimerais savoir comment ça se manifeste de façon plus flagrante, ce syndrome, dans la vie concrète. Alors, on a toutes, à un moment de notre vie, des moments de manque de confiance. Par exemple, dans les périodes de transition, quand on est un peu fragilisé, que ce soit lors d'un divorce, d'un deuil, d'une période où on perd son emploi, etc. C'est normal, ou on change de poste d'ailleurs aussi. C'est normal, quand on est dans le changement, d'expérimenter des manques de confiance. Là où ça touche le syndrome d'imposture, c'est, si tu veux, le manque de confiance, c'est tu as un peu peur d'y aller, tu sens que tu n'es pas complètement prête, mais tu as confiance dans tes capacités, tu reconnais tes succès et donc ça va aller. Le syndrome d'imposture, les signes qui doivent alerter, c'est quand, par exemple, tu es dans un perfectionnisme aigu, que tu n'arrives pas du tout à déléguer parce que tu te dis, si je fais pas tout, on va voir que je ne suis pas légitime, on va voir que… Donc, tu travailles 10 fois plus, avec des horaires insensés. C'est aussi avoir du mal à accepter tes compétences. Quand on te dit ah ben bravo, c'était formidable ce que vous avez fait lors de cette mission. Non, mais c'est un travail d'équipe. Mais non, c'est parce que j'étais là, c'est par hasard, c'est à cause, etc. On a toujours tendance à faire un peu ça quand on a un syndrome d'imposture. Et puis, c'est se sentir vraiment illégitime, c'est-à-dire vivre avec la peur au ventre d'être démasqué, avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et par exemple, le premier signe qui peut alerter, c'est quand on a du mal avec les compliments ou qu'on rougit facilement parce qu'on ne se sent pas légitime. Donc ça, c'est très compliqué à gérer ce manque de confiance et ce syndrome d'imposture. C'est super. J'ai écrit un article que vous retrouverez aussi dans le podcast des One. Je ne sais plus quel numéro c'est, mais vous regarderez dans la série, justement. Mais même si je ne suis pas experte, mais j'ai quand même aussi face à moi exactement le même type de cliente avec les mêmes symptômes. Ce sont finalement des symptômes qu'on détecte très rapidement. Et je me suis amusée, on en échangera si tu veux en aparté, à décrire ce syndrome de l'imposture comme étant le SDI. Et j'ai inventé le SD2I. C'est le symptôme de notre intelligence innée. Voilà, donc j'ai mis un peu un pied de nez en m'amusant là-dessus, en faisant un peu de lyrique sur le sujet. Et si on revient vraiment à toute cette recherche que vous avez faite qui est très, très instructive, quelles sont les trois clés que tu donnerais, les trois conseils clés que tu donnerais justement, parce que là, on a vu qu'il y avait une origine, on a vu qu'il y avait une forme de manifestation. On va très, très vite, mais je vous invite vraiment à commander ce livre et vous allez voir qu'il y a une foison d'informations qui vont vraiment toucher vos cœurs. Et donc, quelles sont les trois clés pour en sortir finalement? Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Alors, la première clé, je dirais que c'est vraiment de le réaliser. Quand vous comprenez, c'est de savoir d'où ça vient. Quand vous comprenez que ce n'est pas la faute de votre timidité ou de votre incapacité à vous affirmer et que finalement, c'est dû à votre histoire, à la société, à votre famille, etc. Déjà, c'est un pas en avant. Ensuite, une des clés que l'on donne dans le livre, c'est de prendre un cahier, par exemple, et de noter toutes vos réussites, tous vos petits succès, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. Parce que souvent, on se fait une montagne d'un examen ou, je ne sais pas, d'un entretien d'embauche, et puis on y arrive, on décroche le job. Donc ça, il faut l'accepter, il faut le noter. Quand vous avez des succès, vous faites la liste. Et les jours où vous avez le moral un peu en berne, vous relisez toutes vos réalisations
Et là, vous pouvez vous dire, mais waouh, j'ai déjà fait ça, 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 ça. Et normalement, ça devrait vous mettre un peu en alignement avec vos compétences et vos réussites. Bien sûr que tu parlais de rôle modèle tout à l'heure, c'est très important. Pendant longtemps aussi, on était dans l'imposture parce qu'on était sous-représenté dans les entreprises. Quand Kamala Harris a été nommée vice-présidente des États-Unis, le message qu'elle a passé à toutes les petites filles au-delà de l'Amérique, c'était de dire, ben voilà, vous pouvez être présidente de la République. Il y a pas de limite à ce qu'une femme peut faire. Donc ça, les rôles modèles, c'est très important. Et puis, savoir s'entourer, avoir des mentors. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir 100, on n'a même pas besoin d'en avoir 10. Il suffit d'avoir une ou deux personnes, une sœur, une amie, un mentor en entreprise, une rôle modèle peut-être, pour y arriver. Puis après, dans le livre, dans l'essai, on donne toutes sortes de films et de livres parce qu'il y a aussi des livres qui nous aident à grandir. Et voilà, ça peut être pas mal aussi de faire un petit tour dans la littérature. Voilà. Tu as un film à nous partager, par exemple, non, en tête? Pardon? Tu aurais un film à nous partager? Oui, alors il y a un film qui est extra qui s'appelle I Feel Pretty avec Amy Schumer sur Netflix, je crois. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui veut travailler dans la mode, mais elle est trop ronde, elle se sent pas assez belle, etc. Et donc, elle est sans arrêt en train de rêver sa vie. Elle se dit, pourvu, mon Dieu, pourvu que je devienne belle, comme si ça arrivait d'un coup de baguette magique. Et un jour, elle tombe, elle est en train de faire du vélo, je sais pas quoi, de l'elliptique dans une salle. Elle tombe et quand elle se relève, elle est persuadée qu'elle est super belle, que c'est une bombe, quoi. Et elle va agir comme une bombe. Si elle était et le jour où elle réalise qu'en fait, ben, c'est juste ce qu'elle dégage. Et ça, c'est un film feel good, quoi, et qui, voilà, qui peut être pas mal à regarder. Cool, à regarder de nouveau. Et sinon, pour les livres, pardon, parce que je parlais des livres, il y a une série qui a été une série de podcasts sur France Inter et qui est devenue un livre, ou plutôt 2 livres, et qui s'appelle Femmes puissantes de Léa Salamé, aux éditions des Arènes. Et c'est vrai qu'elle interviewe des femmes puissantes, bon, puisque c'est le terme. Enfin, elle interviewe des femmes comme Nathalie Kosciusko-Morizet, ou alors même pas que des femmes politiques, des chefs d'entreprise, des écrivaines, etc. Et c'est vraiment super galvanisant d'entendre ça, d'écouter ça. Oui, là, c'est typiquement, ça donne des exemples de rôle modèle, effectivement. Absolument. Ouais. Bah, les rôles modèles, c'est vrai que moi, j'en ai plusieurs, mais ça peut être aussi une personne défunte. Par exemple, pour moi, Lady Diana était une forme de rôle modèle. J'aimais beaucoup son côté, justement, intrépide, audacieuse, mais en même temps engagée dans l'humanitaire. Bon, après, bien qu'elle ait un côté, quand on lit sa bio, un peu un côté victime, mais il y a des choses, vous voyez, ça va être des traits de caractère qui vont vous intéresser chez une personne en particulier. Pour moi, par exemple, Amma, c'est une rôle modèle. J'ai eu la chance de la rencontrer en Inde en 2009 et ça a été une révélation pour moi parce que c'était vraiment l'incarnation de l'amour universel infini et c'est ce que je prône aussi dans mes accompagnements. Alors super, Elisabeth, merci pour toute cette richesse de partage. Je sais que dans le chapitre 7, je crois vous parlez d'un sujet qui est la rivalité féminine et vous en avez fait un second ouvrage. Toujours en binôme, un binôme de choc et de charme. Donc, c'est En finir avec la rivalité féminine. C'est bien ça, c'est ton actualité du moment. Oui, c'est ça. C'est un livre qui est sorti il y a 2 mois, toujours aux Arènes, toujours écrit avec Anne de Montarlot. Et en fait, quand on a écrit ce premier livre sur le syndrome d'imposture, sur le manque de confiance des femmes, on avait demandé à plusieurs femmes autour de nous d'essayer d'identifier justement l'origine de ce manque de confiance, qu'il s'agisse d'une phrase assassine dans l'enfance ou d'autres choses. Et on a eu quand même des témoignages absolument glaçants d'exactions de femmes à l'encontre d'autres femmes. Et on s'est dit que dans une ère post-MeToo, il fallait peut-être commencer par balayer devant sa porte et faire notre mea culpa, nostra culpa, parce que c'est vrai que souvent, on a des réflexes conditionnés comme ça. Quand on voit une autre femme, on se dit « Ah, mais on va être en concurrence » parce que justement, la peur du manque, etc. Bref, c'est un corollaire du premier, ça s'appelle « En finir avec la rivalité féminine ». Et là encore, on cherche les origines de cette rivalité, on donne à comprendre pourquoi on peut se sentir en rivalité avec les autres femmes. Et tu parlais tout à l'heure de sororité. Et c'est vrai que ce qui nous a paru dingue, c'est depuis 5 ans, depuis MeToo, depuis 2017, on entend sans arrêt ce mot de sororité, la sororité.
Mais enfin, quand on interviewe les femmes, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment à l'œuvre, en tout cas pas partout. Alors, il y a de la sororité chez les jeunes, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais malgré tout, il reste beaucoup de poches de rivalité sur tous les terrains, pas seulement professionnels, mais aussi personnels, intrafamilial, amical. Et voilà, on a cherché à savoir pourquoi et c'est un sujet tabou, hein. On a beaucoup de mal à trouver des témoignages. On a beaucoup de femmes victimes, hein. Ah, mais une telle m'a fait ça, une telle m'a dit ça. Mais pour trouver les bourreaux, alors qu'on est toutes victimes et bourreaux, Bien donc sûr. c'était bien de prendre ce sujet tabou et de se dire, on va s'en emparer et on va chercher à comprendre. Et là encore, on va donner quelques solutions. Voilà. Excellent. En tous les cas, un ouvrage à suivre, effectivement, à commander aussi dans votre bibliothèque. Il me tarde de recevoir le mien pour pouvoir en parler également dans ma communauté. Mais écoute, Elisabeth, je te remercie pour tous ces partages. Je vais te laisser le message de fin. Est-ce que tu aurais un message, justement? Notre audience sont des femmes donc, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités et qui parfois, justement, dans leur quotidien, ont du mal à trouver l'harmonie entre la sphère personnelle, relationnelle et professionnelle. Et donc, elles sont en quête de ce style de partage, de ce style d'ouverture, parce qu'on a quand même la chance d'avoir énormément de partages qui nous permettent d'éveiller nos consciences et de ne pas rester bloqués dans des schémas archaïques de pensée. Quel serait ton message final pour cette cible? Alors, si je peux me permettre, je vais citer deux autres autrices. Il y a un livre que j'ai adoré, qui est un livre qui date déjà d'il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Betty de Tiffany McDaniels, Histoire d'une petite fille apache. C'est vraiment formidable, c'est très bien écrit. Et il y a une phrase vers la fin, elle écrit « Nous avons trop d'ennemis dans la vie pour en faire partie nous-mêmes ». C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une leçon, c'est-à-dire soyons un peu plus indulgents avec nous-mêmes parce qu'on est nos premiers juges. Et la deuxième phrase, c'est une phrase de Marianne Williamson qui a été pas mal citée aussi, qui est nous avons parfois plus peur de… Enfin, c'est à peu près ça, je ne la connais pas par cœur, contrairement à Tiffany McDaniels. C'est parfois, ce n'est pas notre part d'ombre qui nous effraie, mais notre part de lumière. Nous avons peur de la lumière. Qui sommes-nous, pensons-nous, pour nous mettre en lumière? Et c'est vrai que souvent, c'est aussi un problème chez les femmes, c'est de se dire je vais faire ce pas dans la lumière. Alors de temps en temps, il faut juste oser faire ce petit pas et aller dans la lumière. Voilà. Osez nourrir votre exception. Être one, tout simplement. C'est mon concept et c'est le message que je partage à ma communauté régulièrement, ce qui est loin d'être évident au quotidien, mais c'est à force de petits succès, comme tu disais, à noter précieusement dans votre petit carnet, dans votre carnet, je ne vais même pas dire petit parce qu'il n'est pas petit, il est magnifique ce carnet, n'est-ce pas? Absolument. Dans votre carnet quotidien, vous replongez dedans régulièrement et effectivement, ça pourra aider. Un grand merci, Elisabeth. Merci à toi, Afida. J'étais honorée de t'avoir sur les podcasts des Ones aujourd'hui. À bientôt, on mettra évidemment dans la bio les liens avec les livres et aussi comment vous pouvez joindre Elisabeth sur LinkedIn. On mettra tout cela évidemment sous le podcast. À très vite, merci. À bientôt, merci, au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.